Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous et merci d'être une fois encore des nôtres. Le constitutionnaliste de renom et opposant politique Joël Aïvo et son allié politique, Les Gadesso Rekia Madougou, est conduit de la présidentielle de 2021 derrière les barreaux. C'est un fait qui n'est plus vraiment à rappeler. Et ce, mesdames, messieurs, pour blanchiment supposé de capitaux, d'atteinte à la sûreté de l'État et terrorisme. Depuis, les regards sont sans cesse tournés vers l'appareil judiciaire béninois, en l'occurrence la Criette. Mais à l'heure de la manifestation de la vérité, le déroulé des audiences aura laissé plus d'un pantois. Du flagrant délit, il faut désormais aller vers le juge d'instruction. De quoi rendre confus ceux qui accordaient encore du crédit à la procédure judiciaire enclenchée. Procès à Aïvo, Madougou et associés. Difficile de dissocier la casquette politique des prévenus. C'est le fil d'Ariane, mesdames, messieurs, de votre émission Débat du jour. Un juriste et deux politiques pour des éléments d'appréciation. Ce sera autour du thème Aïvo et Madougou derrière les barreaux. Une réponse politique pour la libération. Tout de suite et maintenant, nous retournons vers le juriste. Landry Angelo Adelacour, c'est son nom. Le juriste, oui, il est consultant en droit humain. Landry Adelacour, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs de Sika TV, bonjour Monsieur Avlessi et bonjour également à l'ambassadeur Aouna. Oui, mesdames, messieurs, il vous a ainsi présenté le tableau. Je reprécise simplement, oui. En face de lui, Monsieur Mathieu Avlessi, qui est membre fondateur du Bloc républicain. Information accompagnant les actions du chef de l'État. Monsieur Mathieu Avlessi, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Etangier. Je retourne mes amitiés à Monsieur Adelacour et Monsieur l'ambassadeur que j'ai vu à un bon moment. C'est un plaisir de le retrouver. On est heureux de contribuer à cette conjugaison. Oui, Monsieur Omar Rouna, effectivement, des nôtres ce matin, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis. Il est le vice-président du conseil consultatif du Centre de New York pour les affaires de politique étrangère, des SFPA. Omar Rouna, bonjour à vous et merci pour la disponibilité. Bonjour, Monsieur Yetonji, et bonjour aussi à mon cher ami Avlessi, qui plus qu'un ami devient un frère. Bonjour aussi au juriste, Monsieur Adelacour, et à vos téléspectateurs. Nos gratitudes. Oui, procès à Aïvo, Madougou et autres, ils sont de plus en plus nombreux. Les Béninois à l'œil du côté politique que du côté de la justice. Comment en est-on arrivé là? La question que beaucoup se posent, est-ce l'allure du dossier qui s'y prête ou des manœuvres des politiques? Je me retourne d'abord vers les politiques. Oui, Monsieur Mathieu Avlessi, dans nombre, est-ce qu'on travaille à mettre dans la tête des Béninois cette coloration d'un dossier qui est quand même bien grave dans l'énoncé? Oui, merci Monsieur Etanji. Globalement, je crois que les personnes dont vous venez de citer les noms ont été mises en cause dans un dossier d'insurrection contre l'État. Donc, il revient donc à la politique de s'en occuper en grande partie. Et la justice va faire son travail. La justice au service de l'État. Et donc, je crois qu'il y a de raisons qu'on se tourne un peu vers la politique. Se tournant vers la politique, je crois qu'il y a des dimensions que nous devons prendre en compte. Je vais vous rappeler que la dernière fois, mon dernier passage ici, lors du décryptage du discours du président de la République au jour de ses 60 ans d'indépendance, je trouvais que le président avait déjà la politique de main tendue vers l'apaisement. Main tendue vers l'apaisement parce que j'ai trouvé un discours que j'avais dit ici, inspiré de notre hymne national qui nous appelle à l'unité dans le travail pour le développement.
Et ce n'est pas en mettant vraiment des enfants du pays actifs de ce niveau hors d'état de nuire. C'est normal parce que lorsque vous vous mettez dans des postures données, il y a de raisons que la République vous mette un peu à l'écart pour continuer à faire le travail qu'on lui a demandé pour nous tous. Et donc qu'on en vienne à donner de la posture politique à la procédure impliquant ces deux personnes. Par exemple, il y a beaucoup d'autres. Il y a de raisons qu'on le fasse parce que les exemples ont légion et rien ne vaut la paix. La paix, c'est ce qui doit pouvoir nous réunir. Et ce n'est que dans la paix qu'on se construira ce pays. Le président ayant déjà donné l'élan, il faudrait qu'on accompagne. Il faudrait que les personnes, ou bien les acteurs de l'autre côté, travaillent à ce que... On y reviendra pour comprendre ce que le politique nous dit là. Mesdames, Messieurs, oui, vous avez suivi une voix, en tout cas, qui compte. Nous allons nous retourner vers M. Omar Harouna, dont la posture n'est vraiment plus à présenter. Mais M. Omar Harouna, beaucoup s'interrogent. Pourquoi, devant un dossier dont l'énoncé est quand même suffisamment grave, on voit de plus en plus de voix s'élever et dire qu'il faut un peu de brin politique là-dedans? Oui, merci, M. Yetonji. Écoutez, c'est une situation qui a été manufacturée à des fins électoralistes. Donc, dans ce contexte, c'est un dossier éminemment politique. Et la solution n'est que politique parce que si on a créé des affabulations pour s'arroger un fauteuil politique, ça veut dire que pour une sortie de crise, il faut une solution politique. Mais au-delà même de tout ce qu'on pourra dire, le seul fait qu'on ait des gens en prison pour des raisons politiques, ça pose un problème du leadership, ou plutôt même de l'inexistence d'un leadership au sommet de notre État. Parce que quand on a, dans la panique, pendant une pré-campagne électorale, kidnappé, séquestré et torturé, et puis emprisonné, une dame qui, dans sa verve oratoire, proclame son intention de briguer la magistrature suprême, ou bien un professeur qui a encore des tâches de craie à la main et qui s'essaie à offrir une alternative crédible à ses citoyens, ou mieux encore, un docteur en vacances et qui s'entretient avec ses compatriotes sur la situation du pays, ou peut-être une jeune fille activiste à peine sortie dans l'âge de la fleur, qui est en train de proclamer sa conviction, ou des hommes et des femmes politiques dans leurs prérogatives, et on les accuse de terrorisme. Ça, c'est un problème de leadership, parce que le peuple béninois ne se sent pas terrorisé. Ça veut dire que ces gens, et si on les accuse de terrorisme, ça veut dire que c'est le leadership qui est terrorisé par leurs actions, qui sont des actions normales, qui sont des actions... c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous accuser de terrorisme quand vous êtes en train de parler, de créer des slogans, vous êtes en train de vous battre pour vos idéaux. Donc, moi, je trouve que ça pose un problème fondamental de leadership. Parce que, au fait, le leadership, ça se crée dans la contradiction. Ça ne se crée pas dans l'absence de contradiction. Bien au contraire, se forge. Un leader, on le reconnaît quand il est en face de situations que la plupart ou bien comme le commun des mortels ne peut pas résoudre, et on le résout de manière dans les règles de l'art. Donc si on se cache derrière des affabulations de terrorisme parce que des gens ont eu à, à proclamer leur désir d'aller vers la magistrature suprême, moi je crois que c'est le problème fondamental que ça pose. Mais au-delà de tout ça, effectivement, c'est un problème politique. La justice est quand même en train de faire son travail. Oui, pendant que la justice fait son travail, André Delacroix, vous l'auriez constaté, ils sont de plus en plus nombreux à dire oui, la justice, mais il vaut mieux chercher la fin de cet épisode ailleurs qu'au niveau des tribunaux. Il faut voir la politique. Est-ce que pour le juriste, avec ces accusations, on fait bien en allant sur une piste comme celle-là? Merci bien, monsieur le journaliste. Non, je pense que ceux qui pensent ainsi n'ont pas tort. Ceux qui pensent ainsi n'ont pas tort. Il faut juste voir quels sont les buts visés. C'est-à-dire, quels sont les buts visés? Les buts visés nous permettent de choisir une solution.
C'est ça. Ou carrément un chemin qui mène à la solution. Donc vous voyez un peu, déjà que nous avons assisté à ces arrestations ici, nous avons eu le temps d'en parler un peu ici, et nous avons relevé qu'il y a quand même certaines incohérences dès le départ. Et donc jusque-là, on pouvait encore, de bonne foi, estimer que nous sommes de plein pied dans une procédure proprement judiciaire. Et donc, nous avons observé après également l'arrestation du professeur. Et on était un peu étonnés, il fallait prendre un peu de recul pour voir quelle est la procédure, est-ce que nous sommes dans du flagrant délit, parce que une arrestation aussi spectaculaire sans un minimum de convocation, ni de mandat d'arrêt, ou même pas de mandat d'amener et tout, et cela n'était possible que dans une procédure de flagrance. Mais il s'est fait qu'au regard du développement des événements, nous avons constaté que non, nous ne sommes pas dans une telle procédure, parce que finalement on a dû renvoyer l'affaire devant la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Si nous concevons alors dès cet instant que nous ne sommes pas dans une procédure de flagrance, alors l'arrestation est arbitraire. C'est juste une conséquence que nous tirons ici. L'arrestation est arbitraire à ce niveau. Et quand vous prenez alors ce volet d'arbitraire lié à l'arrestation, vous vous demandez alors, en faisant référence à la personne mise en cause, donc la personne du professeur Frédéric Joël Aïvo, qui a proclamé haut et fort son intention d'aller aux élections présidentielles, qui a même d'ailleurs démarré quelque chose qu'il a appelé dialogue itinérant, je pense bien. Donc il a eu le temps de sillonner tout le pays, et que ce soit au pays ou à l'international, tout le monde savait qu'il était, en tout cas, il faisait partie des potentiels candidats. Après, il a été recalé par le fait de l'absence de parrainage qui a été posé déjà par notre commission et puis qui a été détaillé par le code électoral. Et donc, une personne pareille dans une procédure, il y a la veille des élections, ou au lendemain des élections, donc vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça peut donner? Donc, c'est une première idée. Mais après, il se fait que la procédure, elle est tellement biaisée, tellement alambiquée que finalement, vous vous dites que nous ne sommes pas en réalité dans une affaire judiciaire. Maintenant, si elle l'est, c'est que la procédure, elle est alambiquée, elle est biaisée. Et donc, à partir de cet instant, on se rend compte que, franchement, ce qui est en train d'être, en tout cas, d'être servi à la face du monde n'est pas typiquement technique, n'est pas typiquement juridique. Et ça peut se comprendre parce que nous parlons de l'État, nous parlons des questions politiques, et tous les auteurs qui ont eu à travailler sur les sciences politiques nous ont démontré que l'État, d'abord, c'est le plus fort, c'est le plus puissant, tout le monde doit le reconnaître pour ne pas mal agir envers l'État. Et après, vous verrez que la réalité politique fait que ce n'est pas propre au Bénin ni à ceux qui nous gouvernent actuellement, mais qu'il est de notoriété que ceux qui ont le pouvoir, pour reprendre Montesquieu, sont portés à en abuser. Et pour que cela n'arrive pas, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. D'où la séparation des pouvoirs. C'est Montesquieu qui l'a systématisé après les travaux de Thomas Hobbes et de John Locke. Mais aujourd'hui, dans le contexte béninois, est-ce que nous avons suffisamment d'institutions de la République indépendantes? Est-ce que les pouvoirs, donc je veux parler de l'exécutif, du judiciaire, du législatif, sont suffisamment indépendants pour faire un travail qui puisse témoigner de la nature même de l'état de droit, de la démocratie, du respect de l'ABCD des droits de l'homme et de la procédure pénale? Et je pense que nous pouvons constater qu'il y a quand même assez de sentiments, assez d'éléments qui font que nous pouvons dire sans crainte que nous sommes sur un terrain un peu glissant, et que je serai d'avis avec les prédécesseurs, M. Ablessi, l'ambassadeur, que l'affaire semble être plus politique que technique, et donc il va falloir chercher la solution au niveau politique. Il va falloir chercher la solution au niveau politique. Oui. Monsieur Aruna, mais vous allez me permettre... Je garde ma question d'abord. Allez-y. D'en apporter à la problématique de leadership que posait tout à l'heure monsieur Aruna. Je dis, nous n'avons pas un problème de leadership au Bénin, parce que le président Talon a fait les preuves a souvent fait les preuves de son leadership, et encore, comme je disais, la référence est encore son discours, où je dis, j'observe que le président, dans l'humilité, le chef grandit. Et le chef grandit à travers l'humilité. Il a fait les preuves de son humilité. Donc le leadership n'est pas ailleurs que dans l'humilité que le chef peut observer vis-à-vis des autres. Et donc je crois que on n'a pas...
Il ne faut pas aller chercher loin. Il ne faut pas aller chercher loin. Okay. Le président est dans la posture du leader et dans une posture d'humilité qui le fait grandir et qui donc crée l'harmonie, donne l'harmonie. Alors comment sortir la tête de l'eau et arriver vraiment à cette harmonie? L'homme de droit a clarifié tout à l'heure, ceux qui voient du côté politique ne se trompent pas pourtant. Alors les Béninois ont-ils les moyens de sortir la tête de l'eau? Et en entendant, il se trouve des voix qui ont commencé par s'élever de très loin pour demander à ce que l'on regarde de plus près ce qui se passe au Bénin. La dernière voix à avoir fait couler assez d'encre et de salive est celle de l'ancien conseiller à la représentation belge auprès de l'Union européenne. Je veux nommer Jean de Ruyter, lui qui appelle Bruxelles à utiliser expressément son levier économique pour renforcer les institutions et les processus politiques au Bénin pour arrêter la saignée. Pas voir du côté de la justice expressément. Pensez-vous qu'il faut attendre Bruxelles pour remettre les pendules à l'heure? C'est la voie désormais pour le Bénin, la voie du salut. Nous ne sommes pas dans cette posture. Nous ne sommes pas dans cette posture parce que le Bénin n'en a pas besoin. Le Bénin n'en aura pas besoin. Les enfants du Bénin sont capables de gérer leur crise entre eux. Il n'y a pas de guerre entre les enfants du Bénin. Il y a juste que certains s'opposent à la gouvernance de ceux qui sont là aujourd'hui. Ce n'est pas des ennemis, c'est simplement des adversaires politiques. Cela peut se gérer et cela se gère. La perche est tendue. La perche est tendue, donc il revient à nos amis d'en face et qui se retrouvent, qui pensent que la gouvernance actuelle en fait peut-être un peu trop, et de faire la démarche pour que l'élan d'humilité dont le président fait preuve à travers son dernier discours et que cela s'exerce. Et donc, on a vu les exemples. Hein. Le Bénin capte beaucoup de choses. Il y a 30 ans, on est allé à la conférence, on était au bord de la cassure. On est allé à la conférence entre nous, on a réglé, on a une référence. Et cette référence-là, nous le restons, c'est les enfants du Bénin de 30 ans qui aujourd'hui gèrent, qui peut-être avaient 20 ans en ce moment-là, et qui gèrent le pays. Tout s'est passé sous leurs yeux et ils devaient se servir de cet exemple-là pour ressortir la tête de l'eau. Donc nous n'avons pas besoin de cette référence-là. Moi j'appelle ça un peu une injonction. On n'en a pas besoin, on n'en arrivera pas là. Et j'en suis sûr, ni la gouvernance actuelle, ni ceux qui aujourd'hui s'opposent à la gouvernance actuelle ne se retrouvent pas dans la posture de cette déclaration. Alors, monsieur Omar Harouna, voilà, les Béninois qui se demandent on fait comment pour que la fraternité soit, pour que la quiétude soit. En entendant peut-être d'avoir des éléments de réponse, je disais tout à l'heure, la justice continue son travail. Pour nombre de ceux-là que vous avez énumérés tout à l'heure, sans citer les noms, Nadine Koumassou, celle qui serait dans la fleur de l'âge, d'après vos expressions, le docteur, il s'agissait de le docteur Rontondi, pour être plus précis, Alessandre, monsieur Tamagnon, ceux-là devront attendre le mois d'octobre. Pour les autres, les grands noms cités, le constitutionnaliste Rekia Madougou, ça se poursuit encore. Mais en attendant, de très loin, le Belge, ce diplomate, pense qu'il est temps que l'Union européenne regarde de plus près ce qui se passe au Bénin. Est-ce que le Bénin en a vraiment besoin, monsieur Omar Harouna? Évidemment, le Bénin en a plus que besoin. Alors, est-ce que votre vis-à-vis, le politique, rappelle que question de leadership, quand on observe très bien, il ne faut pas aller chercher loin. Le leadership existe déjà. Non, écoutez, si pendant tout ce temps-là, on est arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a un manque criard de leadership dans le pays. Je le dis, je le répète, et je vais vous le démontrer. Est-ce que vous n'avez pas oublié par hasard la posture du chef de l'État en mai? Rappelez pas votre vis-à-vis politique comme vous. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. La posture du chef de l'État en mai, lors de ce message, c'est vraiment derrière nous. C'est vraiment derrière nous. Il faut regarder de l'avant. Est-ce que ça ne compte pas en termes de leadership recherché? Écoutez, je vais vous donner un exemple simple. Ok, allez-y. Une nuit, quelqu'un rentre chez vous, viole votre épouse, prend tout ce que vous avez chez vous, s'en va, et le lendemain matin, vous lui demandez et il dit, bon, écoutez, ce qui s'est passé la nuit dernière, il n'y a pas de problème, regardons devant nous. Il y a un minimum de réparation qu'il faut mettre en exergue. Il y a un minimum. Pour avancer, il faut pouvoir régler ce qui vous a arrêté. Si votre engin, vous êtes dans une voiture et que la voiture s'arrête, même si vous tournez la clé, elle n'avancera pas tant que vous n'aurez pas réparé ce qui a fait que la voiture s'est arrêtée. Ceci dit, moi je dis que la solution est simple. Et peut-être en ce moment, le président de la République ferait preuve de leadership
Et c'est simplement et purement d'ouvrir les portes de prison. Ouvrir les portes de prison, laisser les prisonniers sortir, les restaurer dans leurs droits, rendre justice à ces prisonniers, leur offrir des excuses qui leur sont dues et faire amende honorable. C'est aussi simple que ça. Et on ne va pas aller chercher midi à 14h. Et tant que ça, ce n'est pas fait, parce qu'un leader aussi, c'est quelqu'un qui sait prendre les responsabilités. Et tant que ce n'est pas fait, moi, je vous dirais que les sanctions économiques, les sanctions politiques, tout ça là, ça devrait tomber comme la foudre sur le gouvernement béninois. Ça, il n'y a même pas comme à réfléchir sur ça. Parce que, vous savez, quand on est dans une situation où celui qu'on a en face ne comprend pas le langage qui lui est parlé, il faut changer de langage. Donc, je suis pleinement d'accord avec le diplomate belge et je m'y emploie moi-même. Ah bon, à l'étape actuelle, est-ce vraiment la voie qu'il faut? Mais c'est la seule voie en ce moment et l'alternative, c'est qu'on ouvre les prisons sans condition. Ok. Vous permettez le regard du juriste, oui, le Bénin est un peu partagé face à sa situation. Il faut quand même aller de l'avant. Le développement presse. Monsieur Landry Alé-Lacour, le diplomate belge sort en ce moment-ci où ça brûle de partout. Est-ce la voie empruntée? Je pense que ça aussi, nous pouvons essayer de comprendre. Hein, et c'est des réalités du droit international, donc des relations entre États. Donc, c'est des réalités de relations entre États. Et par principe, rien ne prouve que parce qu'un État sort et adopte une position, nécessairement, l'État contre lequel cette position est adoptée a vraiment mal fait. Ce n'est pas toujours vérifié, parce que sur la scène internationale, tout est guidé par les intérêts. Les intérêts. Maintenant, il faut aller voir de quel intérêt est-ce qu'il s'agit. Pour le diplomate belge dont vous parlez, peut-être que oui, c'est des intérêts liés à l'effectivité de la démocratie, des droits de l'homme et bien d'autres, qui sont des principes et valeurs auxquels, pour la plupart, les États occidentaux sont attachés. Et donc, on peut conditionner certaines actions de développement en ce qui concerne le Bénin à ce que le Bénin puisse quand même respecter ce minimum. Et donc, respecter ce minimum serait, par exemple, de veiller à ce que la justice puisse être réellement indépendante et que l'on puisse éviter les arrestations spectaculaires de personnalités qui, en réalité, devaient être célébrées par le Bénin et que le Bénin puisse faire un minimum pour unir ses fils et filles. Donc, ça peut être cela. Mais après, il peut aussi arriver qu'il y ait des non-dits derrière là. C'est clair, il peut arriver qu'il y ait des non-dits, il peut arriver qu'il y ait des mains. Il peut arriver qu'il y ait des personnes insoupçonnées qui soient derrière ces différents messages que nous recevons des chancelleries occidentales et bien d'autres. Non, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour le peu que je sais, sans avoir pratiqué le droit international, mais je sais que la réalité du droit international fait que c'est un droit essentiellement basé sur les intérêts, sur les rapports de force, et donc il faut essayer de comprendre ça ainsi. Mais je reviens ici pour ce qui nous concerne et dis que la solution, elle est ici. Elle est ici si nous prenons ces différents cas qui ont été tout à l'heure mis en exergue, que ce soit les docteurs Ontondi, M. Tameyon, la jeune fille Nadine Okumassou et bien d'autres personnes, tous ceux-là ont été quand même arrêtés dans un cadre donné. Parce que oui, il fallait aller aux élections, parce que oui, on va pas revenir sur cela. On a eu un cadre qui nous a conduit à là, un cadre légal qui a conduit à tout cela, il n'y a pas de souci. Donc on a compris que cela nous a amené à cet instant. Mais aujourd'hui, quand nous prenons un peu de recul et que nous observons la procédure, nous nous rendons compte que peut-être que ces gens, je ne suis pas dans leur secret, peut-être que ces gens effectivement avaient des intentions malsaines. Ou peut-être que ces gens ont réellement agi. Moi, je ne sais pas. Ouais. Mais, vous savez, il est un principe, les auteurs ont dit que la forme renseigne le fond. Et d'autres nous diront que, comme on appelle, le fond n'est que la forme remontée à la surface. Et donc, la forme déjà doit vous inquiéter. Et donc, dans la forme de ce que nous avons observé, nous avons compris que oui, ces gens-là, peut-être que de façon légitime, l'État béninois leur reproche certains actes illégaux, certains actes qu'on n'aurait pas souhaité des dignes fils ou des dignes filles de ce pays. Cela va de droit. Mais après, quand on observe, on se rend compte que, quand même, écoutez, parce que l'autre chose que les gens ignorent, je l'ai dit ici, lorsque vous prenez la sanction, par exemple, du terrorisme,
en droit béninois, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis très d'avis, d'ailleurs j'ai vu la position de M. Ablessi, que, en tout cas, sauf exception, aucun Béninois ne souhaiterait qu'un compatriote à lui, arrêté dans les circonstances que nous savons, puisse bénéficier d'une réclusion criminelle à perpétuité. Non. Peut-être que quand on sera, et ça on ne le souhaite pas, je ne veux même pas aller sur ce terrain-là. Donc je laisse ça aux Européens dans les pays où on voit ça. Donc pour parler du terrorisme, je laisse ça dans ce cas-là et revenir dans ce que nous on appelle terrorisme qui est apprécié au regard. Pour dire, en réalité, pourquoi je dis que la solution elle est politique? Vous savez, on ne va pas se mentir. Oui. La politique commande le droit. On ne va pas se mentir. Celle sur qui cette accusation pèse, quand on prend Mme Rekia Madougou, on a vu quand même la justice se prononcer sur ce cas-là. Est-ce que le juriste pense que vraiment il faut aller vers le politique pour avoir éventuellement des éléments de réponse? Ah oui, lorsque vous observez bien, jusque-là, j'avoue que jusque-là, que ce soit Mme Rekia, que ce soit le professeur Aïvor, que ce soit les autres, jusque-là, on n'est pas encore arrivé à démontrer qu'effectivement, ce que nous essayons, en tout cas, ce que l'État béninois essaie de reprocher à ses enfants, est vraiment prouvé. On n'a même pas encore un début de preuve, donc un début de commencement de preuve, pour être précis. Ouais. On n'en a pas encore. Cela voudrait dire que si on regarde aussi, il n'y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas d'imminence, le danger, s'il y en a, n'est pas tellement éminent. Donc, on aurait pu, par exemple, garder ces gens-là, leur empêcher de sortir du territoire béninois, les garder en résidence surveillée, limiter leur liberté d'aller et venir, le temps que la justice béninoise fasse la lumière dans ces différents dossiers. Pour Mme Madougou, vous avez vu jusque-là, on parle de quelqu'un qui serait sorti, qui l'aurait reçu, et donc on dirait des ondits. On dirait, pour Mme Madougou, jusque-là, c'est ça. Donc personne n'est convaincu donc on ne sait pas encore. Donc, à partir de cet instant, si on ne sait pas, et quand on fait référence au discours du chef de l'État, le doyen l'a dit. En tout cas, personnellement, j'ai vu que c'est un très bon discours. En disant que oui, désormais, on a pris le Bénin doit unir ses enfants, tout ça. C'est un très bon discours qui, de bonne foi, je pense, est en train de poser les jalons du règlement de ces différents cas que nous sommes en train d'observer. Parce que j'estime que le chef de l'État a compris que oui, il y a eu peut-être des enfants, je ne sais pas, qui ont mal agi, ou bien il y a eu qu'on reproche des choses qui n'existent pas à certains, je ne sais pas. Mais il estime que maintenant nous sommes prêts à aller de l'avant, à faire table rase, et donc à nous unir, à nous entendre. Et s'il a tenu ce discours, c'est parce qu'il sait que la solution à tous les problèmes est d'abord politique. Je vous ai dit, la politique commande le droit. Lorsque les gens vont vouloir régler ça politiquement, vous allez voir, vous savez ce qu'on fera? Non. On ira juste prendre une loi d'amnistie et la faire régler. C'est aussi simple que cela. On l'a vu. Bon. Oui, c'est pour cela que je vous disais. Parce que je le dis, je suis certain que certains juristes ne vont pas comprendre. Mais si, entre-temps, nous voulons comprendre que tel que les choses se passent, c'est une affaire où effectivement, il n'y a rien là et tout, et qu'on veut régler politiquement. Si je parlais au chef de l'État, il le sait, je sais qu'il a des conseillers très bien réputés, plus que nous autres, mais il le sait, la solution aujourd'hui, si on veut se débarrasser de tout ça et arrêter et de nous servir des spectacles qu'on observe depuis quelques années et permettre aux gens d'aller retrouver leur famille, c'est une loi d'amnistie. Et la loi d'amnistie n'est prise que par l'Assemblée nationale, que par le Parlement. Et lorsque cette loi est prise, il faudrait qu'elle soit d'abord envoyée pour contrôle de constitutionnalité devant le juge constitutionnel. Et lorsque le juge constitutionnel a fini de faire son travail, il faudrait que la loi soit promulguée par le chef de l'État, président de la République, et publiée au journal officiel. Cela voudrait dire que si la volonté ne vient pas de l'Assemblée nationale, on ne pourra pas adopter une loi d'amnistie. Et si la volonté venait de l'Assemblée nationale, qu'on adopte une loi d'amnistie, et que le juge constitutionnel disait le contraire, que ce n'est pas conforme à la Constitution, il y a blocage. Et même si le juge constitutionnel validait et qu'on arrivait au niveau du chef de l'État qu'il n'y a pas de promulgation, il y a blocage. Et donc, vous allez constater avec moi que la solution à ce niveau, elle est purement politique. Nous l'avons essayé en 2019 ici, qui a permis à l'État béninois, je dis l'État, donc l'exécutif, tout cela, le législatif, tout le monde, de régler, de pacifier le pays pour un temps soit peu. Et donc la solution aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans une posture de vouloir être trop dur et trop non. C'est que nous avons constaté qu'il y a des faits. Et aujourd'hui, pour rétablir l'honneur des gens, il ne suffira pas d'attendre, parce qu'il faut faire la nuance.
Ah oui. Moi, je ne suis pas, en tout cas pour ma position ici, je ne suis pas dans la poursuite de ceux qui pensent qu'il faut attendre et rendre une justice expéditive, condamner les gens et revenir après dire qu'on les a graciés. Parce que la grâce n'intervient qu'après condamnation définitive. Alors que la loi d'amnistie, ce n'est pas une question de grâce. La loi d'amnistie agit pour reconnaître que vous n'êtes pas coupable, vous êtes innocent, c'est-à-dire vous n'avez jamais été condamné, vous n'avez jamais été reconnu impliqué dans une affaire donnée. Alors que la grâce, c'est qu'on vous a d'abord reconnu coupable et maintenant on estime que oui, parce que vous êtes bien comporté ou bien parce qu'on est, oui, d'accord, rentré chez vous. Donc, on vous évite, c'est-à-dire de passer la peine. Si c'est 20 ans qu'on vous a donné, on vous évite de la passer, ou bien vous avez déjà fait 2 ans ou 5 ans dedans, vous évite de passer le reste de la peine. Alors que l'amnistie, ça dit, c'est à zéro. C'est comme si rien n'a jamais existé. Et donc, moi, dans la posture qui est la mienne sur ce plateau, je penche plus pour une solution politique et donc pour une loi d'amnistie pour éviter de vouloir encore embraser, de vouloir encore tirer. Non, je pense que nos prisons sont déjà suffisamment remplies par des citoyens qui ont besoin d'une justice d'abord indépendante, et quand on en ajoute encore pour des questions d'humeur, pour des questions politiques, parce que tout le monde sait aujourd'hui que c'est parce qu'il y a eu des violences électorales, c'est parce qu'il y a eu des lois sur lesquelles on ne s'est pas entendu, c'est parce qu'il y a eu des décisions politiques qui ont frustré certains citoyens et qu'on est en train d'arriver là. Je pense que les citoyens que nous avons aujourd'hui et derrière les barreaux sont des citoyens qui, s'ils étaient libres de leur mouvement, pourraient quand même porter, je pense bien, un point positif à l'image de notre pays sur la scène internationale, à la renommée de notre pays et à ce que le gouvernement béninois est en train de faire depuis quelques années déjà. Et donc je pense et je le souhaite que le chef de l'État et le Parlement, ils prendront les mesures nécessaires pour que nous puissions éviter ces différentes histoires. Ce sont des petites histoires en réalité. Donc nous allons finir avec ces histoires et réellement faire face aux réalités du développement. Ce qui intéresse le peuple béninois aujourd'hui, c'est la situation des enseignants, c'est de relever le niveau de nos plateaux, au niveau de nos hôpitaux, au niveau départemental, et bien de voir les plateaux techniques, c'est de voir comment est-ce qu'on fait à rendre effectif le droit à l'éducation, comment est-ce qu'on fait à régler la question du logement, et que chaque Béninois ait un logement décent. Ce sont des questions sur lesquelles nous devons nous entendre. Mais si on n'arrive pas à régler ces questions, et que nous sommes toujours là dans le cas leçon, vous m'excusez, des hommes politiques, opposition, mouvance à tirer, à tirailler, franchement, le pays risque de sombrer davantage, et nous ne sommes pas prêts pour que le pays puisse sombrer, parce que nous avons un avenir devant nous et que nous pensons que le pays a mieux à offrir sur la scène internationale que ces questions de copains, de coquins entre les gens. Vous savez, les hommes politiques, ils se connaissent très bien. Ils savent pourquoi ils sont en train de s'emprisonner entre eux. Ils savent pourquoi ils sont en train de renvoyer les procédures depuis quelques mois. Ils savent pourquoi ils le font. Mais nous pensons que, franchement, pour la quiétude, pour la paix, pour l'union des fils et filles de ce pays, on peut régler cette question-là autrement et passer à l'essentiel. En tout cas, c'est heureux d'entendre les politiques eux-mêmes dire il y a lieu d'aller sur le terrain politique. Mais monsieur Avlessi, vous avez dit, ah oui, tout à l'heure, qu'il faut que l'opposition saisisse la main du chef de l'État. Mais en quoi faisant lorsque, éventuellement, vous êtes en prison, lorsque vous êtes loin de votre territoire? Merci, monsieur Etonji. Je m'en voudrais de ne pas remercier mon jeune frère dans la cohérence dans sa démonstration scientifique et la poursuite dans laquelle il s'est mis pour accompagner son pays, parce qu'il a besoin de ce pays pour s'exprimer comme il est en train de faire pour exposer son talent. Et jeune frère, merci beaucoup à toi. Et venant donc à cette crise, et venant donc à votre question, votre préoccupation, vous savez, notre crise n'est pas encore à un niveau supérieur. Et mon jeune frère l'a dit, c'est pas encore à un niveau supérieur. Nous avons vu la crise ivoirienne il y a 10 ans, 12 ans en arrière. Nous avons vu comment les deux leaders s'envolaient à mort, jusqu'au point où l'autre a passé 10 ans de prison. Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, va voir son bourreau. Ils sont entendus et juste après, des gens commençaient par être dehors. Quelle est la procédure? Je ne sais pas. Les praticiens du droit vont me dire c'est amnistie, c'est comment on appelle, c'est grâce ou je ne sais quoi. Mais les gens ont commencé par aller dehors. C'est pourquoi je dis, lorsque ça se passe comme ça et que le président a annoncé dans son discours la main tendue, que j'ai dit ici et que donc mon jeune frère a répété, il revient donc au leader de ceux-là dont on a cité le nom, parce que ces deux personnes en réalité, excusez-moi d'aller directement comme ça, je ne sais pas aller du dos de la cuillère. Et si le président Boni faisait une démarche vers son frère qui affectueusement l'appelle mon grand frère Boni,
je crois, cette affaire-là va se régler assez simplement. C'est du développement du Bénin que nous voulons. Et je dis, nous, on est de certain âge, on a besoin que les jeunes s'expriment au mieux. Et on a besoin de l'espace pour que les enfants exposent leur talent. Et que ça se passe comme ça. Et que, voilà, pour des querelles d'amis, on se retrouve à mettre le pays à genoux. Je ne suis pas d'avis. Vous savez comment je me comporte. L'exemple est là et le Béninois est capable de surmonter. Le chef, il est suffisamment leader. Et je crois, il a tendu la perche. Il revient donc au leader de l'opposition qui est encore en dehors de Yahi. Nous pouvons voir Mbedi et donc Ivo a été son directeur de cabinet. Oui, c'est vrai. Et c'est son fils qui se retrouve en difficulté politique. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'exhorte à prendre la perche tendue par le président pour que nos enfants, pour que nos frères se libèrent, pour que nos frères se mettent à la disposition des plus jeunes pour leur donner le savoir. Parce que c'est d'un enseignant qu'il s'agit. Le médecin a besoin d'être à l'hôpital, ainsi de suite. Ce qu'ils ont fait, on va savoir. Quelle est la poursuite politique pour gérer ça? C'est à eux de faire. Donc nous sommes là pour la paix. Rien ne vaut la paix. Moi, je suis là pour la paix et je veux la paix pour le Bénin. Vous savez, parlant de ça, je ne sais pas si c'est déjà le moment de le faire. Le médiateur de la République a fait des démarches que certains ont chargé. Non, je dis, il est dans son rôle. Et je crois que ceux qui l'attaquent, je leur concède. Mais je dis, moi, monsieur Essou, félicitations à lui. Au-delà des félicitations, il faut accompagner ça. Et c'est ma façon d'accompagner que de dire ce que je suis en train de dire en ce moment-là pour dire. Le président, le médiateur a commencé quelque chose. Il n'a qu'à aller vers les autres leaders dont je viens de parler, comme Mbedi, comme beaucoup d'autres, je ne sais pas, pour que le pays s'apaise. C'est de la paix que nous avons besoin dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de la guerre. En tout cas, c'est sûr. Nous ne voulons pas de la guerre. Vous ne voulez pas de la guerre. La paix, c'est sur toutes les lèvres, mais comment y arriver? Monsieur Omar Arouna, vous avez suivi votre collègue, je dis ça ainsi, politique comme vous. Voilà un dossier quand même très, très pertinent, on peut le dire, hein. C'est sérieux là. Quand on parle de blanchiment de capitaux, atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, les mots sont suffisamment, je dirais, ce à quoi ça renvoie. On ne s'amuse pas avec. Mais là, il appelle deux noms qui, jusqu'à présent, on peut citer dans ces dossiers-là. Il appelle Boni Yayi, il appelle, mais non sans fait de lien. Boni Yayi, on peut dire, c'est le président d'honneur du parti Les Démocrates. Et Ricky Amadougou a été présenté et devrait aller à ces élections sous cette bannière. Il parle de Maître Adrien Mbedi. Joël Aïvo fut son directeur de cabinet. Le politique que vous êtes, pensez-vous que ces deux hommes ont un rôle à jouer dans la crise que traverse le Bénin? Moi, vous savez, monsieur Avril, je ne sais pas si vous allez rire ou pas. Et quand c'est comme si, au lieu d'éteindre le feu, on fait de l'essence. Il appelle Boni Yayi. Et qu'est-ce que Boni Yayi a à faire dans cette histoire? J'ai déjà dit plus d'une fois que le président Talon a un problème avec le Béninois. Boni Yayi est le président du Bénin. Ça n'a rien à voir, ce n'est même pas le scénario entre Gbagbo et Ouattara qui se présente. On nous parle maintenant de Mbedi. Mbedi était à l'Assemblée nationale quand tout ça se passait. Mbedi, moi, de mon point de vue, à un moment donné, est devenu un pouvoir. Et c'est cela qu'on veut appeler pour venir régler une situation qui est claire. Moi, je vous dirais, je vais lui dire, ils vont parler l'étendue du... Plus que 10 minutes, moins que ça, hein, on va se séparer. Oui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de toute urgence, monsieur l'ambassadeur? Si on voit, mais parce que là, si on doit se séparer, je dirais simplement... Plus que 10 minutes, hein, donc oui. Le président Talon a parlé de hautement social. Oui. Et il y a des gens en prison. Les gens qui sont en prison, c'est des gens qui ont, sur le plan économique, une ascendance ou bien des répercussions sur des milliers de personnes chez eux. Et on veut faire du hautement social, les conséquences de l'emprisonnement sur la santé publique. Si on parle de hautement social, et les conséquences même de l'emprisonnement sur les questions de droits de l'homme. Parce que quand on parle de hautement social, ce n'est pas juste des incantations, c'est des actions. Mais de toute façon,
pour finir, je dirais simplement, le président Talon doit faire preuve de leadership. Et je le dis clairement, il doit ouvrir les prisons. Il a créé une crise manufacturée pour des raisons électoralistes. Il a eu son fauteuil, il n'a qu'à ouvrir les prisons. On en parlera plus tard, c'est simple. Merci beaucoup, Monsieur Harouna. À chacun son regard. Oui, Landry Alelakou, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en urgence pour tourner la page? Je pense que c'est comme le dit l'ambassadeur Harouna, il faut ouvrir les prisons. Il faut ouvrir les prisons, il faut même pas tourner autour, il faut d'abord ouvrir les prisons. Parce qu'en réalité, tout cela doit participer de l'élan de pacification du pays, donc de l'élan de réconciliation entre les fils et filles du pays. Vous ne pouvez pas réconcilier les Béninois entre eux si certains ont encore leurs parents, leurs amis, leurs frères et autres en prison. Et je suis certain que les gens sont du côté du gouvernement également, de l'exécutif, ou bien accompagnent le mouvement, accompagnent les actions du chef de l'État, mais se sentent aussi un peu en difficulté parce qu'au-delà, chacun a une conscience. Au-delà, chacun a une conscience, se sentent en difficulté, même si après, il y a des postures que vous ne pouvez pas montrer en public, et ça se comprend aisément, et ça fait que les Béninois vont croire que certains sont autour du chef de l'État et qu'ils n'ont pas à cœur la question de l'unité nationale. Donc, vous voyez un peu, il faut ouvrir les prisons, il faut permettre à ce que ces âmes innocentes, généralement, qui sont en prison, puissent quand même retrouver leur famille, retrouver leurs collègues et tout ça. Il faut permettre à ce que quelqu'un qui est enseignant puisse continuer et à donner ce qu'il a comme savoir à ses étudiants, puisse quand même continuer à donner ce qu'il a comme savoir à l'international et représenter dignement le Bénin. Il faut permettre à une dame qui quand même a des enfants également de retrouver ses enfants et que les enfants puissent, au nom quand même et de ce droit-là, de cette obligation de l'État de protéger la famille, puisque les enfants puissent bénéficier de l'affection maternelle et autres. Donc il faut permettre à ce que finalement le pays qui semble être dirigé puisse enfin se ressouder et qu'ensemble nous puissions y aller. Si nous ne le faisons pas, et que nous sommes là à vouloir toujours jouer les durs, je pense que nous aurons des difficultés dans l'avenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2021. En 2023, nous aurons des élections. En 2026, nous aurons des élections. Et donc, la mauvaise gestion des crises finiront par s'entasser comme on l'a fait en 2019. Et continueront à nous engendrer encore des situations. Qui sait? Peut-être qu'en 2023, il y aura également des manifestations et qu'on ira encore chercher 2 autres professeurs ou bien 2 autres médecins, on ne sait pas qui, on ira encore chercher. En 2026, il y aura encore quelque chose, on ira encore chercher. Et finalement, le Bénin décidera lui-même de se dépouiller de ses bravaliers, de ses talents. Alors que le chef de l'État, je l'ai suivi quand il venait aux élections en 2016, c'est qu'il était là pour faire la promotion des talents. Lorsqu'on se découvre que les talents désormais ont leur place en prison, cela pose un problème. Et je suis certain que le chef de l'État aussi, il en est conscient. Il sait que les talents aujourd'hui au Bénin, ils sont en prison. Je ne sais pas, sans vouloir trop faire l'apologie de certaines personnes, c'est vrai que nous sommes tous égaux en droit, mais je ne sais pas si aujourd'hui, quand on parle de droit constitutionnel au Bénin, il y a meilleur que le professeur Joël Aïvo en activité. Nous avons eu des doyens, nous avons eu des bibliothèques qui aujourd'hui se sont retirés, les professeurs Aubert Dossou, les professeurs Olo et autres. Mais aujourd'hui, je pense que cela doit être une fierté pour l'État béninois et donc se mettre dans cette situation d'infraction, blanchiment de capitaux, atteinte à la sécurité de l'État. Il faudrait qu'on puisse voir comment est-ce que nous allons nous entendre et gérer et ne pas trop laisser ces affaires-là durer. Parce que ces affaires-là continuent de durer, je le dis, ce n'est pas bon. Ce que le peuple béninois veut, et ça je le redis une fois encore, ce ne sont pas les querelles entre acteurs politiques, non. Et vous l'avez dit, je pense que les présidents Boni Yahi, les anciens présidents, en tout cas les présidents de Séphor Soglo aussi, tout ça, le président Oubedi, qui par ailleurs est un ancien président de l'Assemblée nationale. Et donc, sous cette casquette, tout au moins, il doit pouvoir également contribuer à ce que les gens puissent s'entendre. C'est pareil aussi, même dans le milieu scientifique. Dans le milieu scientifique, j'estime qu'il y a aussi des acteurs là qui peuvent jouer le rôle pour que enfin les gens puissent s'entendre et nous éviter, et c'est ce que nous sommes en train de constater. Aussi rappeler au chef de l'État que son discours c'est en mai et nous sommes aujourd'hui en août. Il faudrait qu'on puisse constater que effectivement les fils du pays se sont réunis et qu'effectivement il y a le hautement social. Parce qu'on nous a parlé du hautement social, nous étions tous contents, mais jusque là nous avons juste constaté que ce hautement social est en train de tarder à venir. Est-ce que c'est le peuple béninois qui a une autre compréhension du hautement social pendant que le gouvernement en a une autre? Est-ce que le gouvernement n'a pas encore démarré le hautement social? Il faudrait qu'on puisse s'asseoir sur le hautement social et non sur les questions d'emprisonnement. On y reviendra, oui, monsieur Mathieu Avlessi. Ça va être certainement avec vous qu'on va clôturer. Merci, oui. Merci. Je pense que les 2 amis trouvaient qu'il fallait ouvrir les prisons. Oui. Mais ouvrir les prisons, c'est processuel. Et la procédure, je crois, c'est
C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on accompagne l'élan du médiateur pour que la procédure là aboutisse. C'est un peu comme ça que cela pourrait se passer en impliquant tous les acteurs politiques. Et vous concluez en disant? Je conclue en disant que oui, le leadership est là. Le président a tendu la perche. Et donc, répondez à la pêche tendue, prenez la pêche tendue par le président, on procure la liberté dont nous voulons. La paix, c'est ça dans le pays. Merci beaucoup, M. Harouna. 15 secondes. Une seconde, moi je dirais encore, et surtout, ouvrez les prisons et faites preuve de leadership. Merci à chacun pour la disponibilité, mais surtout pour la contribution 100% BD, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour aujourd'hui. Abbé Pierre, pour nous fausser compagnie. Il ne faut pas attendre, dit-il, d'être parfait pour commencer quelque chose de bien et de très bien. Merci pour l'attention. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.